On nous a menti toute notre vie sur nos origines. Mais la vérité était là, sous notre nez tout ce temps, au sens littéral du terme. Faites une profonde inspiration. Vous le sentez? Cette légère résistance, cette sécheresse dans le nasopharynx, ce spasme microscopique. Et maintenant, répondez honnêtement. Pourquoi l'homme est la seule créature sur la planète Terre qui ne peut pas simplement respirer sans rencontrer de problème? Avez-vous déjà vu un loup avec une rhinite chronique? Avez-vous rencontré un ours qui souffre d'allergie au pollen dans sa forêt natale? Non. Les animaux s'intègrent parfaitement dans l'écosystème. Leurs poumons, leurs muqueuses, fonctionnent comme des horloges suisses. Et nous sommes une erreur biologique ambulante. Ou, ce qui est bien plus effrayant, nous sommes des victimes forcées de survivre dans un environnement étranger après une catastrophe globale. La science officielle nous nourrit de contes de fées sur l'évolution, affirmant que des millions d'années de sélection naturelle nous ont adaptés à la vie sur cette planète. Mais regardez les faits. Si nous avions évolué ici, nos sinus nasaux seraient différents. En ce moment même, pendant que vous écoutez ce texte, des millions de personnes étouffent sans goutte vasoconstrictrice. Ce n'est pas une maladie. C'est un symptôme du fait que la pression atmosphérique et la composition gazeuse de l'air que nous respirons aujourd'hui ne correspondent pas aux spécifications techniques de notre corps. Nous sommes comme des poissons des grands fonds sortis sur l'étendue peu profonde. Cela ne nous a pas tués sur le champ, mais nous nous étouffons lentement. Réfléchissez à la simple physique du processus respiratoire. Les ingénieurs savent que pour pomper un gaz de densité donnée à travers des tuyaux de diamètre donné, il faut une pression spécifique. Si la pression baisse, le système commence à dysfonctionner. Nos voies nasales sont trop étroites pour la densité actuelle de l'atmosphère. C'est une erreur d'ingénierie, si l'on croit Darwin. Mais la nature ne commet pas de telles erreurs. Cela signifie une chose. Auparavant, la pression était plus élevée. Combien plus élevée? Rappelez-vous les sensations en chambre hyperbare. La médecine utilise l'oxygénothérapie hyperbare, saturation en oxygène sous haute pression, pour traiter les traumatismes les plus graves, la gangrène et les brûlures. Dans de telles conditions, les tissus se régénèrent à une vitesse folle. L'homme en chambre hyperbare ressent un afflux d'énergie. Sa conscience s'éclaircit. Les inflammations chroniques disparaissent. Pourquoi? Parce que notre organisme se souvient de la norme. Nous sommes créés pour un monde où la colonne atmosphérique pesait 1,5 fois ou 2 fois plus lourd, et où la concentration d'oxygène permettait non seulement de survivre, mais de vivre des siècles. Les patriarches bibliques, qui vivaient 900 ans, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité biologique d'un organisme placé dans ces conditions d'exploitation projetées. Et maintenant, regardez votre peau. C'est le deuxième organe respiratoire. Pourquoi sommes-nous les seuls mammifères forcés de nous cacher du soleil sous des couches de vêtements ou de nous enduire de crème? Le soleil est la source de vie, mais pour nous, c'est la source de cancer et de brûlures. Tout animal, même dépourvu de poils, comme l'éléphant ou l'hippopotame, supporte parfaitement les ultraviolets. Leur peau est adaptée. La nôtre, non. Nous brûlons en 20 minutes. Cela indique que soit nous venons d'une planète avec une étoile plus pâle, soit, ce qui est plus probable, qu'auparavant un dôme protecteur nous surplombait. Une couche atmosphérique qui dispersait le rayonnement dur et créait cet effet de serre même, transformant toute la Terre en jardin fleuri. Vous avez bien remarqué que sur les anciennes cartes et gravures, datées même du XVIIe siècle, il n'y a pas de calotte polaire. L'Antarctique est libre de glace. En Sibérie poussent des palmiers. Les historiens disent « fantaisie des cartographes ». Mais la biologie dit le contraire. Notre nudité
notre peau sans défense et nos poumons crient que très récemment encore, le climat était subtropical d'un pôle à l'autre. Nous ne sommes pas adaptés au froid. Il suffit que la température descende à plus 10 degrés pour qu'un homme sans vêtements meure d'hypothermie en une nuit. C'est risible pour le couronnement de l'évolution. On nous persuade que nous avons évolué dans les savanes d'Afrique. Mais pourquoi alors n'avons-nous pas une fourrure épaisse, comme les primates, pour nous protéger des insectes et des variations de température? Et pourquoi n'avons-nous pas une peau épaisse, comme les buffles? Nous sommes comme des embryons qu'on a artificiellement fait grandir en éprouvettes et jetés dans un monde devenu, après la catastrophe, agressif et froid. La rhinite chronique, l'asthme, l'allergie, ce ne sont pas des maladies. C'est une réaction de rejet. Notre immunité combat l'air qui est devenu pour nous toxique. Analysez la composition de l'atmosphère. Actuellement, l'oxygène représente 21%. Mais les recherches sur les bulles d'air piégées dans l'ambre, que la science officielle date de millions d'années et les chercheurs alternatifs de simples centaines, montrent qu'il y avait 32% d'oxygène et une pression de 8 atmosphères. Dans un tel monde, nos voies nasales étroites fonctionneraient parfaitement. Le sang se saturerait d'oxygène instantanément. Le cœur n'aurait pas besoin de faire 60 ou 80 battements par minute, usant sa réserve en 70 ans. Dans ces conditions, nous pourrions vivre indéfiniment longtemps. Qui nous a volé cet air? Qui a pompé l'atmosphère? Regardez l'architecture des anciens bâtiments. Pas sur les palais, mais sur les ordinaires immeubles de rapport construits au XIXe siècle. Des fenêtres énormes, des plafonds hauts de 4 ou 5 mètres, des embrasures de portes gigantesques. On nous dit, on construisait ainsi pour la beauté. Sérieusement, chauffer de tels volumes dans des conditions d'hiver rigoureux qui étaient soi-disant toujours présents en Russie ou en Europe, c'est un suicide économique. On ne chauffe pas de telles salles avec du bois et du charbon. Mais si l'on suppose que le climat était différent et que la pression atmosphérique était plus élevée, alors l'échange thermique fonctionnait autrement. Ces bâtiments étaient conçus pour un autre environnement. Ils étaient conçus pour des géants, dont les poumons nécessitaient d'immenses volumes d'air. Nous, aujourd'hui, vivons dans ces appartements comme des Lilliputiens dans les maisons de géants. Et nous sommes forcés de murer les ouvertures superflues avec des briques, d'installer des fenêtres à double vitrage en plastique et de placer des radiateurs sur chaque mur, essayant de nous réchauffer dans un monde qui s'est refroidi après la grande rupture. La médecine officielle enregistre une statistique effrayante. Chaque génération suivante est plus faible que la précédente. Les dents de sagesse cessent de pousser, les mâchoires se rétrécissent, le volume pulmonaire diminue. Les scientifiques appellent cela microévolution. Mais c'est une dégradation. Nous dégénérons parce que les conditions de détention ne correspondent pas à nos réglages d'usine. Nous sommes une espèce biologique qui meurt lentement d'asphyxie, sans même s'en rendre compte, parce qu'on nous a dit que c'est la norme. Mais il y a encore un fait qui fait simplement exploser le cerveau si on le confronte aux données démographiques. Il s'agit de la maladie des caissons. Pourquoi, si un plongeur remonte trop vite, son sang bout-il? Parce que la pression chute. Et maintenant, imaginez que toute l'humanité, ce sont des plongeurs qu'on a brutalement remontés de la profondeur. Que se passe-t-il dans l'organisme lors d'une chute brutale de la pression atmosphérique? Les vaisseaux éclatent, des AVC surviennent, une hypoxie se développe. Regardez la statistique de mortalité due aux maladies cardiovasculaires. C'est le tueur numéro 1. Et si ce n'était pas à cause du cholestérol? Et si nos vaisseaux n'étaient simplement pas conçus pour ce vide dans lequel nous nous sommes retrouvés? Tout indique que la catastrophe s'est produite instantanément. Le changement de composition de l'air, la chute de la pression atmosphérique et le refroidissement se sont produits
non pas sur des millions d'années, mais peut-être en quelques jours ou semaines. Et ceux qui ont survécu, c'est nous. Des mutants adaptés avec des nez éternellement bouchés. Mais le plus terrible se cache dans les détails que les historiens ignorent délibérément. Il existe des témoignages sur la soi-disant maladie atmosphérique du 19e siècle, quand les gens perdaient massivement la raison, oubliaient tout et souffraient d'asphyxie. Les médecins attribuaient cela à des épidémies de grippe ou de choléra. Mais les symptômes correspondent trait pour trait à la maladie de montagne. Comme si toute la civilisation s'était soudain retrouvée en haute montagne, sans bouger d'un pouce. L'air est parti, le ciel est tombé sur terre, et nous sommes restés seuls parmi les ruines d'un passé à haute technologie, essayant de respirer un mélange de gaz qui nous tue lentement. Nous cherchons des réponses dans les livres, mais la réponse est inscrite dans notre ADN et dans la structure de nos nasopharynx. Et cette réponse ne vous plaira pas du tout, parce qu'elle met une croix sur tout le programme scolaire de biologie et d'histoire. Plongeons dans le terrier du lapin et regardons les aspects techniques de cette supercherie globale, qui sont à la surface, mais que nous refusons obstinément de remarquer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans les soi-disant bâtiments antiques, dispersés dans le monde entier, de Rome à Washington et de Saint-Pétersbourg à Melbourne, il n'y a absolument pas de système de chauffage normaux? Les historiens pointent du doigt les cheminées. Mais n'importe quel ingénieur thermicien vous dira que la cheminée est le dispositif de chauffage le moins efficace. Son coefficient de performance n'atteint à peine 10 ou 15%. Elle aspire l'air chaud de la pièce et le rejette dans la cheminée. Essayer de chauffer une salle avec des plafonds de 6 mètres de haut par une température négative avec une cheminée, c'est comme essayer de faire bouillir l'océan avec une bouilloire électrique. C'est physiquement impossible. Cependant, ces bâtiments se tenaient debout et des gens y vivaient. La conclusion s'impose d'elle-même. Soit le climat était si chaud que le chauffage n'était pas du tout nécessaire, soit ces cheminées remplissaient une fonction complètement différente. Regardez attentivement les constructions des portails de cheminées anciennes. Souvent, à l'intérieur, il n'y a même pas de traces de suie. En revanche, ils sont décorés de métal, de grilles en fonte de formes étranges et de miroirs. Et si ce n'était pas des foyers pour brûler du bois? Et si c'était des terminaux d'électricité atmosphérique? Dans un monde avec une autre pression atmosphérique et une autre composition gazeuse, l'ionisation de l'air pouvait être plusieurs fois plus élevée. L'éther, dont écrivait Mendeleïev, et qu'on a retiré du tableau des éléments chimiques après une étrange réforme scientifique, pouvait être une source d'énergie réelle. Nous vivons dans un monde où on nous a coupé les câbles. Notre atmosphère actuelle est un diélectrique, un isolant. Mais auparavant, elle pouvait être un conducteur. Les gens respiraient un air électrisé qui alimentait directement leurs cellules. Rappelez-vous le concept de prana ou chi dans les enseignements orientaux. On nous dit que c'est de la mystique. Et si c'était une description technique de l'air saturé d'éther du passé? Nous avons perdu cette source d'alimentation. Et maintenant, nous sommes forcés de consommer des kilogrammes de nourriture pour maintenir une existence misérable. Nous sommes des piles qu'on a débranchées du réseau. Cela explique aussi le gigantisme du passé. Les paléontologues admettent que du temps des dinosaures, les libellules avaient une envergure d'1 mètre. Pourquoi? Parce que la densité de l'atmosphère et le niveau d'oxygène permettaient aux insectes d'atteindre de telles tailles. La respiration trachéenne des insectes ne fonctionne pas à basse pression pour de grands corps. Mais si cette règle s'applique aux libellules, pourquoi la nier pour les humains? Dans les musées du monde entier, sont conservés des squelettes d'humains mesurant 2,50 m et 3 mètres. On les appelle anomalies. Mais regardez les poignées de porte dans les anciennes cathédrales et palais.
Elles sont situées au niveau de la poitrine d'un homme moderne. Les marches d'escalier sont souvent trop hautes pour nous. Nous marchons dans des villes construites pour des géants et nous nous convainquons que c'est simplement un style architectural. C'est un mensonge. Nous sommes des descendants rapetissés, une espèce dégénérée qui s'est réduite en taille sous le poids d'une gravité accrue ou d'une pression tombée. Le dôme gazeux s'est effondré, la pression a changé et la biologie a répondu de la seule manière possible, en réduisant les dimensions du corps pour survivre. Et maintenant, regardez les premiers étages des anciens bâtiments dans les centres historiques de nos villes. On nous dit « couche culturelle ». Soi-disant, en 200 ans, 2 mètres de boue se sont accumulés et les gens étaient simplement trop paresseux pour nettoyer les rues. Y croyez-vous? Pour remplir les premiers étages des bâtiments de glaise et de terre jusqu'à la hauteur des fenêtres, il faut un cataclysme d'échelle biblique, et non simplement un mauvais travail des balayeurs. C'est ce que les chercheurs alternatifs appellent « déluge d'argile » ou « inondation boueuse ». Mais relions cela à notre thème de la respiration. Et si cette couche d'argile était un sédiment tombé de l'atmosphère? Si au-dessus de la Terre, il y avait un dôme de vapeur d'eau, nous protégeant des radiations et créant un climat paradisiaque, alors sa destruction devait entraîner la chute d'une quantité colossale de matière. Le ciel est littéralement tombé sur Terre. L'eau, la boue, la poussière, tout cela s'est écroulé vers le bas, ensevelissant les premiers étages et changeant la composition de l'air pour toujours. Ceux qui ont survécu sur les toits et les étages supérieurs se sont retrouvés dans un nouveau monde. Un monde avec un ciel bas gris, un vent froid et un air raréfié qui fait couler le nez en permanence. Nous voyons les conséquences de cette catastrophe non seulement dans l'architecture, mais aussi dans notre psychologie. Les scientifiques ont prouvé que l'hypoxie, manque d'oxygène, provoque une détérioration des capacités cognitives, des trous de mémoire et de l'agressivité. Regardez l'histoire du 19e siècle. C'est le siècle des guerres infinies, insensées, des révolutions et de la cruauté. Comme si toute l'humanité était soudain devenue folle. Et si c'était une famine en oxygène massive? Après la chute de pression, les survivants humains ont subi un choc cérébral extrêmement grave. La mémoire collective a été effacée. Nous avons oublié qui nous sommes, oublié les technologies, oublié comment utiliser l'électricité atmosphérique. Nous avons dégénéré jusqu'au niveau des machines à vapeur et du charbon, brûlant les restes des forêts pour nous réchauffer dans un monde qui a cessé d'être un foyer confortable. Nous sommes une civilisation d'amnésiques. On nous a inventé une nouvelle histoire, écrit de nouveaux livres, donné de nouveaux noms aux États. Mais notre corps se souvient de la vérité. Chaque cellule de notre organisme crie que les conditions sont anormales. Il faut accorder une attention particulière aux soi-disant forteresses en étoiles. Il y en a des milliers sur toute la planète. Et l'histoire officielle les appelle des fortifications. Mais n'importe quel militaire vous dira que cette géométrie complexe est inutile pour la défense contre les canons de l'époque. Zone morte, ricochet, complexité de construction. C'est absurde. Cependant, si on les regarde comme des dispositifs techniques, tout s'explique. La forme de flocons de neige ou de cristal, c'est la structure idéale pour les processus ondulatoires. Ce pouvaient être des générateurs de cet environnement même dont nous parlons, stations d'ionisation de l'air, de création de champs protecteurs ou d'harmonisation de l'espace. Elles créaient des oasis avec un microclimat idéal. Après la catastrophe, elles ont été détruites, ensevelies sous la terre ou reconverties pour des besoins militaires primitifs. Nous marchons sur les ruines d'un gigantesque système de support vital de la planète et nous ne le comprenons même pas. Réfléchissez à pourquoi la mode change si brusquement au 19e siècle.
Au lieu de tuniques légères et de robes ouvertes que nous voyons sur les statues antiques et les tableaux de la Renaissance, les gens commencent à s'emmitoufler dans des uniformes de drap dense, des redingotes et des jupes multicouches. On nous dit « changement de style ». Mais le style est dicté par les conditions. Le climat a changé instantanément. Il est devenu froid. Les corps habitués à une chaleur douce ont commencé à grelotter. Laine, fourrure, tissus denses sont devenus une nécessité de survie. Et c'est précisément à ce moment que apparaissent les mentions massives de la phtisie, tuberculose. Les poumons des gens ont commencé à lâcher en masse. L'épidémie de phtisie au XIXe siècle a fauché des millions. Ce n'est pas simplement une bactérie. C'est un marqueur que le tissu pulmonaire ne faisait pas face à la nouvelle mixture aérienne agressive. Nous nous sommes adaptés au prix de la perte de santé et de longévité. Nous sommes devenus une espèce avec une durée de vie courte. Il y a encore un fait effrayant. Regardez les photographies de la fin du XIXe siècle. Les rues des villes sont désertes. Les bâtiments majestueux se dressent sans personne. Où est tout le monde? La version officielle dit que le temps de pose des appareils photo était trop long et les personnes en mouvement ne se sont simplement pas imprimées. Mais c'est un mensonge. Sur les mêmes photos, on voit des chevaux, des charrettes, des arbres qui ne sont pas flous. Les gens simplement n'y sont pas, ou ils sont en nombre infime. Cela ressemble à un monde après une purge. Un monde où une poignée de survivants errent parmi les ruines de grandeur. Peut-être que la catastrophe de l'air a tué 90% de la population. Ceux qui sont restés étaient des enfants ou les individus les plus résistants. Ils ont peuplé les maisons vides, ignorant leur destination. Ils ont commencé à chauffer les fours avec des livres et des meubles, parce qu'ils ne savaient pas comment allumer les cheminées éthérées. Et c'est précisément alors qu'a commencé la falsification de l'histoire, pour cacher le fait d'une extinction globale et d'un remplacement de population. Nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu dans une chambre à gaz à l'échelle planétaire. Et notre congestion nasale chronique, c'est un rappel éternel de ce jour où la respiration est devenue un effort et non une joie. Les mathématiques, c'est le seul langage sur lequel on ne peut pas mentir, même si on le veut très fort. Et c'est précisément les mathématiques qui mettent une croix grasse sur toute l'histoire officielle de l'humanité. Calculons. On nous dit que la population de la Terre a grandi lentement et progressivement pendant des milliers d'années. Mais quiconque est familier avec la progression géométrique sait que c'est impossible. Si l'humanité existait ne serait-ce que depuis 50 000 ans, et que chaque couple laissait après lui au moins 2 enfants et demi survivants, alors aujourd'hui, sur chaque mètre carré de terre ferme, y compris l'Antarctique et les sommets de l'Himalaya, il y aurait 100 personnes. Nous devrions littéralement marcher sur des os. Tout le sol de la planète devrait consister en cendres de nos ancêtres. Mais où sont-ils? Où sont les milliards de tombes? Où sont les traces d'activité vitale de cette armée de trillions d'humains? Les archéologues trouvent des miettes misérables. Cela ne dit une chose, nous n'étions pas ici si longtemps, où on nous remet à zéro régulièrement. Regardez les graphiques de croissance de la population. Jusqu'au début du XIXe siècle, la ligne va pratiquement horizontalement, puis explosion soudaine, envol vertical. On nous convainc que c'est la médecine et l'hygiène. Sérieusement, au XIXe siècle, quand des rivières d'immondices coulaient dans les rues et que les médecins opéraient les patients avec des mains non lavées, la population a soudain commencé à doubler tous les 30 ans. C'est un mensonge. Un tel graphique n'est possible que dans 2 cas. Soit un peuplement massif d'une planète vide de l'extérieur,
soit une culture artificielle de population à échelle industrielle. Nous sommes le produit d'un incubateur démographique. On nous a élevés comme une nouvelle race de bétail, résistante à la basse pression et à l'air pauvre en oxygène. Nous sommes une biomasse à croissance rapide, dont le cycle de vie est artificiellement raccourci, pour que nous n'ayons pas le temps de poser des questions et d'accumuler des connaissances dangereuses. Rappelez-vous comment les fermiers élèvent des poules ou des porcs. Ils n'ont pas besoin de longévité, ils ont besoin d'un renouvellement rapide du troupeau. Les patriarches bibliques vivaient 900 ans. C'était une ressource inefficace pour les maîtres. Trop intelligents, trop forts, trop indépendants. On les a éliminés en changeant la composition de l'atmosphère. Et nous, mutants à vie courte avec un rhume éternel, on nous a installés dans leur ville. Nous sommes des esclaves idéaux. Nous passons la moitié de la vie à dormir et à être malades, et l'autre moitié à travailler pour nous procurer de la nourriture et de la chaleur dans un monde qui nous est hostile. Nous ne vivons pas, nous entretenons le système. Et nos poumons, c'est un limiteur intégré, comme un collier qui étrangle si le chien essaie de s'enfuir trop loin. Nous ne pouvons tout simplement pas physiquement monter plus haut, penser plus vite ou vivre plus longtemps. Le robinet à oxygène est serré. Et maintenant, regardez les traces matérielles du soi-disant 19e siècle. C'est l'époque d'une logistique impossible. On nous dit que des millions de bâtiments en briques rouges qui se dressent dans le monde entier dans un style unique ont été construits par des paysans en laptis sur des charrettes. Vous imaginez le volume de production de briques? C'est des milliards d'unités. Où sont les usines? Où sont les carrières d'où on a tiré autant d'argile? Où est le combustible pour la cuisson? Pour cuire une telle quantité de briques, il fallait raser toutes les forêts de la planète. Et, à en juger par les anciennes photos de collines chauves, c'est ce qui s'est passé. Mais comment tout cela était-il transporté? Sur des chemins impraticables, avec des chevaux? C'est une absurdité logistique. Un cheval ne transporte pas grand-chose. Donc, il y avait d'autres moyens de transport, d'autres sources d'énergie qu'on nous cache. Ou, ce qui est encore plus effrayant, ces bâtiments n'ont pas été construits au 19e siècle. On les a déterrés. Regardez les cimetières. Parcourez les anciens nécropoles. Vous verrez une chose étrange. Des tombes en granit et en marbre, réalisées avec une précision de joaillier, datées du début du 19e siècle, et les tombes de la fin du siècle, ce sont des plaques de béton tordues et des croix rouillées. La technologie a dégénéré sous les yeux d'une génération. Nous ne progressions pas, nous perdions les restes d'une grandeur passée. Les maîtres du début du siècle pouvaient tailler la pierre comme du beurre, créant des chefs-d'œuvre que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui même avec des machines-outils à commande numérique. Et leurs petits-enfants moulèrent déjà des pots en argile. C'est la preuve de la catastrophe. Rupture de la chaîne technologique. Quelqu'un a coupé le disjoncteur et la civilisation s'est effondrée dans l'âge de pierre, ne conservant que les décors. Mais le plus choquant, c'est ce que nous appelons Antiquité. On nous dit que les Romains construisaient des aqueducs pour amener l'eau. Mais pourquoi construire un pont géant, haut comme un immeuble de 10 étages, pour y faire couler un ruisseau d'eau? C'est économiquement inopportun. Sauf si ce n'était pas de l'eau. Et si les aqueducs étaient des guides d'ondes, des systèmes de transmission d'énergie ou d'information. Et les amphithéâtres, ce ne sont pas des stades pour combat, mais des installations acoustiques géantes ou des condenseurs de vibrations sonores. Nous regardons des dispositifs techniques complexes avec les yeux de sauvages qui ont trouvé un iPhone et l'utilisent comme planche à découper. Nous leur avons inventé des usages primitifs pour ne pas nous sentir idiots. Nous vivons sur une décharge de haute technologie que nous appelons monuments architecturaux. Et ici, nous approchons de la principale incohérence. Si nous avions évolué ici pendant des millions d'années, notre culture serait imprégnée de la mémoire des catastrophes.
mais nous n'en avons pas. Nous ne nous souvenons que des 2-3 derniers siècles. Tout ce qui précède, c'est du brouillard, des mythes et des contes de fées. C'est caractéristique du syndrome post-traumatique ou d'êtres dont on a effacé la mémoire. L'effet Mandela. Ce n'est pas une blague d'Internet. Ce sont des bugs dans la matrice de notre mémoire collective. Nous nous souvenons de ce qui n'existe pas dans la version officielle, parce que la version officielle, c'est un scénario écrit à la hâte. On nous a convaincus que nous descendons des singes, pour que nous ne cherchions pas nos vrais ancêtres, ceux qui construisaient les pyramides et les forteresses en étoiles. Un singe n'a pas besoin de forteresse en étoiles. Un singe n'a pas besoin de cathédrale, avec une acoustique capable de guérir les organes par vibration. Faites attention aux creux démographiques dans l'histoire officielle. Peste, guerre, famine. On nous explique les villes vidées par les maladies. Mais la peste ne détruit pas les bâtiments. La peste ne recouvre pas les villes de 3 mètres d'argile. La peste ne fait pas fondre la pierre. Et dans les villes du monde entier, nous voyons des traces d'impact à haute température sur la pierre. Le granit est fondu, la brique transformée en verre. Ce sont des traces de guerre. Une guerre avec l'usage d'armes dont on nous interdit de connaître l'existence. Peut-être des armes atmosphériques. Ceux qui maîtrisaient les technologies de contrôle du temps et de la pression ont simplement soufflé une civilisation indésirable. Ils ont changé les paramètres de l'environnement. Et les géants ont disparu, étouffés, tandis que leur place a été prise par nous, petits, faibles, avec des nez qui coulent éternellement, mais obéissants. Nous sommes des biorobots, adaptés à l'environnement après l'apocalypse. Notre vie courte et notre succession rapide de générations, c'est une protection contre l'éveil. Dès que l'homme commence à comprendre quelque chose, il vieillit et meurt. Les connaissances ne s'accumulent pas. Chaque génération repart de zéro, étudiant une histoire fausse dans des manuels écrits par les vainqueurs. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas à qui appartient l'air que nous essayons d'inspirer avec nos narines étroites. Mais nous savons une chose avec certitude. Ce monde n'a pas été construit pour nous. Nous sommes ici des locataires, qu'on a laissés habiter les ruines d'un palais, à condition de ne pas entrer dans les pièces fermées et de ne pas poser de questions superflues. Mais les questions surgissent d'elles-mêmes quand tu regardes les anciennes photographies sans personne et les cartes sans glace. Le puzzle s'assemble et l'image qu'il forme fait peur jusqu'au frisson. Nous sommes des orphelins sur les ruines du paradis. Maintenant que nous avons réalisé l'ampleur du mensonge technique et historique, passons à ce qui fait le plus mal, à ce qui nous ont fait sur le plan physique et émotionnel. Sentez-vous cette fatigue constante, en arrière-plan? Les médecins l'appellent syndrome de fatigue chronique, dépression, burn-out. Mais appelons les choses par leur nom. C'est un déficit énergétique. Votre corps est un réacteur biochimique des plus complexes, conçu pour un carburant de qualité supérieure, un mélange enrichi en oxygène et en éther. Et vous le remplissez d'un substitut à faible indice d'octane qu'est notre air actuel. Nous vivons tous en mode d'économie d'énergie. Notre paresse, notre apathie, notre reluctance à créer et à agir, ce ne sont pas des vices de caractère. C'est une réaction de protection du système, auquel il reste à peine assez d'énergie pour maintenir les battements du cœur et la digestion. Nous sommes une civilisation de mouches ensommeillées, rampant sur une vitre derrière laquelle brille le soleil. Mais nous ne pouvons pas l'atteindre. Réfléchissez au sommeil. Pourquoi l'homme est le seul animal qui ronfle et souffre d'apnée, d'arrêt respiratoire pendant le sommeil? Les vétérinaires le confirmeront. Un animal sain respire silencieusement. Le ronflement chez les bulldogs est le résultat d'une sélection artificielle, une difformité créée par l'homme.
Mais qui nous a créés ainsi? Le ronflement survient parce que les tissus mous du palais s'affaissent et obstruent les voies respiratoires. Cela se produit parce que la pression atmosphérique extérieure est insuffisante pour maintenir ces tissus en tonus, comme un ballon gonflé. Dans des conditions de haute pression pour lesquelles nous avons été conçus, l'air gonflerait lui-même le larynx de l'intérieur, assurant un flux idéal. L'apnée est une tentative de l'organisme de se redémarrer. Nous nous étouffons pendant le sommeil, parce que notre firmware ne correspond pas au hardware. Chaque nuit, des millions de personnes meurent pendant quelques secondes parce que l'atmosphère de cette planète essaie de les tuer. Et on nous dit que c'est naturel? C'est une trahison à l'échelle cosmique. On nous a privés non seulement d'histoire, on nous a privés de potentiel. Imaginez à quoi nous pourrions ressembler si notre cerveau recevait 100% de l'oxygène dont il a besoin. Télépathie, régénération instantanée, mémoire parfaite. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la norme pour notre espèce dans son environnement naturel d'habitation. Nous lisons des contes de fées sur des magiciens et des héros, sans comprendre que ce sont des chroniques documentaires sur nos ancêtres, sur ceux qui vivaient avant la chute du dôme. Nous ressentons cette perte au niveau des instincts. D'où cette nostalgie inexplicable que les Portugais appellent « saudade », nostalgie de ce que tu n'as jamais vu, mais que tu sais devoir exister. Nous regrettons notre vrai foyer, notre vrai air. Nous sommes des exilés dans notre propre corps. Regardez comment nous mangeons. Nous sommes obsédés par la nourriture. Nous consommons des volumes colossaux de nourriture. Pourquoi? Parce que nous essayons de compenser le manque d'énergie que nous obtenions auparavant par la respiration et la peau. Dans un monde saturé d'éther et d'atmosphère dense, le processus d'alimentation était secondaire. Les gens pouvaient se contenter de peu, comme ces mêmes mangeurs de soleil ou de prana sur lesquels rit la science officielle. Mais si on change la physique de l'environnement, l'organisme panique et commence à exiger des calories juste pour ne pas s'éteindre. L'obésité, c'est la pandémie du paradis perdu. Nos corps accumulent des réserves, attendant un hiver qui est arrivé il y a 200 ans et qui ne finit pas. Nous noyons le stress de la famine en oxygène avec la nourriture et l'industrie alimentaire nous nourrit joyeusement de chimie, bloquant définitivement la glande pinéale et les restes d'intuition. Regardez l'année 1816. Officiellement, c'est l'année sans été. En Europe et en Amérique du Nord, il y avait de la neige en juillet. Les récoltes ont péri. La famine a commencé. Les scientifiques marmonnent quelque chose sur l'éruption du volcan Tambora en Indonésie. Mais l'hiver volcanique n'explique pas pourquoi, après cet événement, l'architecture, les technologies et la société elle-même ont changé jusqu'à l'irreconnaissable. C'est précisément après ce moment que commence le progrès technique, bouillonnant sur le charbon et la vapeur. Cela ressemble à des survivants dans un bunker, après un hiver nucléaire, qui commencent à assembler des mécanismes à partir de déchets. Nous sommes passés des énergies pures de l'électricité atmosphérique à la combustion d'organiques mortes. Nous sommes devenus une civilisation du feu et de la fumée, parce que le ciel s'est couvert d'un voile. C'est précisément au milieu du 19e siècle que apparaissent des institutions étranges pour les enfants trouvés et les orphelins. D'où sont venus des millions d'enfants sans parents dans le monde entier, simultanément. C'est la génération que les nouveaux maîtres du monde ont élevée. On leur a donné de nouveaux noms de famille, souvent d'après des professions ou des oiseaux, et on les a envoyés travailler dans des usines situées dans les ruines de temples antiques. Nous marchons dans des rues qui se trouvent au niveau des 2e ou 3e étages de bâtiments antédiluviens. Avez-vous remarqué ces fenêtres qui dépassent de l'asphalte? Ces portes qui mènent nulle part sous terre? On nous dit que ce sont des puits de lumière pour les caves. Mais qui de censé construirait une vraie fenêtre avec des encadrements et du verre pour ensuite l'enterrer sous terre et n'en laisser qu'une étroite fente? C'est absurde.
Ce sont d'anciens premiers étages. Nous vivons sur une couche de sol apportée qui a caché l'ampleur réelle de la catastrophe. Nous foulons les toits d'un monde qui a été détruit parce qu'il était trop libre et trop beau. Et cette couche de boue, c'est le bouchon même qui nous a scellés dans cette réalité étouffante. Nous marchons littéralement sur les têtes des titans, et cette énergie de la civilisation morte rayonne, nous rendant fous. Pourquoi les autorités craignent-elles tant les fouilles? Pourquoi l'archéologie est-elle la science la plus fermée et la plus censurée? Parce que n'importe quel trou plus profond de 5 mètres révélera la vérité qui détruira les fondements de l'État et de la religion. Si nous apprenons qu'il y a 200 ans, ici, existait une civilisation globale, unifiée, avec de l'énergie gratuite et sans frontières, nous demanderons: qui a construit ces clôtures? Qui a introduit les passeports? Qui nous a forcés à payer pour la lumière et la chaleur? Qui nous a coupé l'air? La prise de conscience de ce fait provoque une rage. On ne nous a pas simplement trompés, on nous a humiliés. On nous a transformés en bétail qu'on traite et qu'on tond, en nous inculquant que l'enclos est tout le monde. Mais le plus terrible, c'est que notre biologie s'adapte. Nos enfants naissent déjà avec des mâchoires encore plus étroites, avec encore plus d'allergies. Nous mutons vers la simplification. Nous devenons des biorobots parfaits pour exécuter des fonctions simples. Sentez-vous comment le puzzle s'assemble en un tableau terrifiant? Le rhume chronique. Ce n'est pas simplement un inconvénient. C'est un signal d'alarme constant que votre organisme envoie. Attention, dépressurisation, niveau d'oxygène critique. Mais nous étouffons ce signal avec des gouttes et des comprimés. Nous avons appris à ignorer le cri de notre propre nature. On nous a habitués à penser que être malade, faible et dépendant est normal. Que vieillir à 50 ans est naturel. Que porter des lunettes et des appareils auditifs est un progrès de la médecine. Non, c'est la preuve de notre défaite dans une guerre dont nous ne savions même pas l'existence. Une guerre pour l'atmosphère. Une guerre pour le droit de respirer à plein poumon. Et vous voilà devant le miroir, regardant votre visage pâle, les cernes sombres sous les yeux, écoutant votre respiration lourde et comprenant: vous n'êtes pas coupable. On vous a placé dans des conditions incompatibles avec la prospérité. Vous êtes une fleur qu'on essaie de faire pousser dans un sous-sol en béton sous une lampe à incandescence. Le fait même que vous soyez vivant et capable de penser est un miracle de résistance. C'est la preuve que, en nous, malgré toutes les modifications génétiques et les blocages atmosphériques, vit encore l'étincelle de ces anciens. De ceux qui construisaient les pyramides par la force de la pensée et volaient entre les continents sur des vimanas. Ils n'ont pas disparu sans trace. Ils sont cachés à l'intérieur de notre ADN, bloqués, endormis, mais vivants. Et cet ADN commence à se réveiller précisément maintenant, quand le système flanche. Vous le sentez, sinon vous n'auriez pas lu jusqu'à cet instant. Votre mémoire génétique vibre en résonance avec la vérité. Mais que faire de cette connaissance? Se contenter d'indignation ne suffit pas. Il faut comprendre que la version officielle est un mirage, une hypnose. Dès que vous cessez de croire aux mensonges, il perd son pouvoir sur vous. Regardez le ciel avec d'autres yeux. Il n'a pas toujours été ainsi. Regardez vos mains. Elles sont capables de plus que simplement scroller le flux d'actualité. Nous sommes arrivés au bord de la ligne, au-delà de laquelle soit une dégénérescence totale et une transformation en poussière numérique, soit un réveil douloureux, mais nécessaire. On nous maintient en anabiose précisément grâce à l'environnement. Air, eau, nourriture, information. Tout est empoisonné par le mensonge. Mais la vérité est l'antidote. Et vous venez de prendre une énorme dose de cet antidote. Êtes-vous prêt à savoir qui exactement tient la main sur le robinet de la chambre à gaz appelée Terre?
Êtes-vous prêt à regarder derrière le rideau de ce théâtre de l'absurde? Mais regardons la situation du point de vue de la cyclicité de l'histoire, dont parlaient les anciens Grecs et les sages indiens. Âge d'or, âge d'argent, âge de fer, ce ne sont pas des métaphores poétiques. C'est une description des états physiques de la biosphère. L'hypothèse selon laquelle la Terre subit des redémarrages réguliers devient de plus en plus populaire parmi les chercheurs indépendants. Peut-être que le changement de pression et de composition atmosphérique est un processus naturel, cyclique, une sorte de respiration de la planète. Et nous nous sommes simplement retrouvés dans la phase d'expiration. La pression est tombée, le fond éthéré s'est abaissé, et la vie est forcée de s'adapter à des conditions plus rudes. Ces constructions cyclopéennes que nous voyons dans le monde entier ont été bâties dans une autre époque, dans la phase d'inspiration, quand la physique fonctionnait autrement. Nous ne pouvons pas reproduire ces technologies, non pas parce que nous sommes stupides, mais parce que l'environnement a changé. La lévitation acoustique ou l'électricité atmosphérique pourrait simplement ne pas fonctionner dans notre atmosphère actuelle, raréfiée. C'est comme essayer de faire fonctionner un moteur à vapeur sous l'eau. L'environnement n'est pas le bon. Notre corps est le seul témoin honnête qu'on ne peut pas soudoyer ou réécrire. Les rhinites chroniques, les allergies, les problèmes de pression, ce sont des marqueurs d'adaptation. Nous sommes un maillon de transition. L'évolution ne reste pas immobile. Elle essaie de régler nos paramètres aux nouvelles conditions. Mais ce processus est lent et douloureux. La médecine officielle lutte contre les symptômes, les appelant des maladies. Mais peut-être est-ce une tentative de l'organisme pour trouver un équilibre. Nous vivons dans une époque de turbulence biologique. Ceux qui ont survécu après la catastrophe du XVIIIe ou du XIXe siècle nous ont transmis leurs gènes. Mais la mémoire génétique du paradis, monde à haute pression et climat chaud, est encore vivante. C'est précisément elle qui provoque en nous ce sentiment poignant de nostalgie, quand nous regardons un coucher de soleil ou les ruines de villes anciennes. Nous nous souvenons inconsciemment que la maison était différente.